Sécurité maximale donc pour ces Jeux Olympiques. Premier test, vraiment ce soir-là au Parc des Princes? Oui, c'est un des tests. Après, ce sont des tests progressifs jusqu'à vendredi. Mais oui, c'était le fait qu'il y ait des épreuves qui finalement se déroulent avant la cérémonie d'ouverture à proprement parler, permet de roder un certain nombre de choses. Et donc ce soir au Parc des Princes, en plus c'est un match un peu sensible parce qu'il y a des sportifs israéliens qui vont participer à une compétition de football. Ça permet de regarder un petit peu comment ce dispositif Mmh. s'articule et comment surtout les forces de sécurité se l'approprient. Puisque même s'il a été préparé pendant de longs mois, il faut aussi pouvoir s'approprier un dispositif. Et donc, pour des policiers qui, pour certains, sont arrivés à Paris récemment, hein, ils sont originaires de région, ils logent en périphérie parisienne, il faut découvrir ce dispositif, voir à l'usage comment on arrive à se l'approprier, à le mettre en œuvre. On craignait aussi des attaques sur le passage de la flamme, par exemple. Guillaume Fard, elle a fait un parcours partout en France. Bon, Oui. finalement, tout s'est bien passé. Oui, alors d'abord, elle a fait l'objet d'un certain nombre de tentatives, d'entraves, voire même de tentatives d'attentats. Alors, fort heureusement, assez peu en nombre, d'entraves beaucoup plus, hein, par des activistes qui voulaient éteindre la flamme, gêner le parcours de la flamme, empêcher la progression de la flamme, tenter des actions en marge du parcours de la flamme dans d'autres villes. Tout cela a été très convenablement géré. Il faut dire aussi qu'on a un centre de renseignement olympique qui s'est créé pour la circonstance, hein, qui permet d'agréger tout le renseignement dont disposent les services de renseignement dans la perspective des Jeux Olympiques. Et que ce centre de renseignement olympique a réussi à devancer certaines actions, à les détecter et donc ainsi à les empêcher. Donc depuis le 8 mai, depuis l'arrivée de la flamme à Marseille, tout se passe bien. Tout se passe bien. Et donc ça donne évidemment une note positive, une tonalité positive dans la perspective de vendredi. Maintenant, vendredi, ça reste un événement hors norme à l'échelle de l'histoire de la sécurité de notre pays. Et Guillaume Fard, ces agents de sécurité privée, il a fallu les contrôler. Il y a eu des enquêtes Oui. administratives. Certains ont d'ailleurs été recalés, jugés dangereux, c'est bien ça? Oui, il y a eu près de 900 000 criblages. Alors, tous ne portaient pas sur les agents de sécurité privée. Il y a toute une série de prestataires qui gravitent autour des Jeux Olympiques. Certains vont devoir se rendre dans des lieux très sensibles. Le village olympique, c'est un lieu très sensible. Si vous nettoyez la chambre d'un athlète le matin, il vaut mieux s'assurer que vous ne représentez pas de menace pour cet athlète en question, a fortiori s'il appartient à une délégation qui est elle-même menacée. Je pense notamment à la délégation israélienne. Bon, ben, ça veut dire que concrètement, la société qui embauche un agent de nettoyage, un agent de surveillance humaine, un agent dans la restauration, bah, voit ces personnes. On a réalisé sur ces personnes des enquêtes administratives. On a regardé si elles étaient défavorablement connues, notamment des services de renseignement. Et si oui, vous êtes écarté, c'est-à-dire qu'on ne vous permet pas de travailler dans ce périmètre-là. Pour les agents de sécurité privée, on a aussi dû réaliser ce type de criblage, ce type d'enquête, et un certain nombre a été écarté. C'est fort heureusement pas la majorité du genre. Pour la première fois de leur histoire, le GIGN, le RAID, la BRI vont travailler ensemble. Guillaume Fard, vous avez justement participé à cette enquête. Ouais. Une immersion pendant 5 mois et demi, avec Ouais. des images rares, assez inédites. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné d'ailleurs Bah, dans ce ce qui- ce travail? qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, avec Jérémy Père, on a travaillé. Il y avait également Étienne Grelet et Juan Palencia pour les images pendant 5 mois et demi. D'abord, c'est quelque chose d'assez inhabituel que d'avoir les 3 unités d'intervention qui travaillent de façon aussi intégrée dans la perspective de la sécurité des Jeux. Et donc, c'était aussi la première fois dans l'audiovisuel français qu'on avait un documentaire qui regroupait les 3 à la fois avec une triple immersion. Ça n'était jamais arrivé. Il fallait que les Jeux Olympiques se présentent pour qu'on puisse réaliser ça. Avec Jérémy, on est allé à Marseille, à Bièvre. Sachant que ces unités, Fleury, à Paris. généralement, préfèrent généralement la discrétion. En tout cas, elles ont des habitudes de travail qui les conduisent à être discrètes. D'ailleurs, l'identité des membres est protégée. Et après, elles ont des zones de compétences bien précises. Et elles s'étaient réparties, ces zones de compétences. Là, elles vont toutes travailler à Paris. Et au fond, la BRI Paris aurait très bien pu dire, bon, les Jeux ont lieu à Paris, je suis l'unité compétente territorialement à Paris, donc j'assure la majeure partie du dispositif. Et puis les 2 autres unités que sont le RAID et le GIGN n'auront qu'un rôle de force concurrente ou de force d'appoint. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. On a eu des chefs des 3 unités qui s'entendent très bien. Je pense à Jean-Baptiste Dunion et maintenant à Guillaume Cardy pour le RAID, à Gis Naretti pour le GIGN, à Simon Riondé de la BRI qui a pris son téléphone et qui a proposé que dans l'intérêt du pays, ces 3 unités travaillent. Donc il a appelé les 2 autres chefs d'unité. Et c'est une initiative qui est partie de la base. Et je crois que c'est important de le rappeler. Il y a eu une cohésion très forte de la part de ces unités, une volonté de travailler ensemble. Il y a un très grand professionnalisme et une très grande expertise. Et je crois que quand on a suivi ces gens pendant 5 mois et demi, on peut raisonnablement avoir confiance. Ça ne veut pas dire que on neutralise complètement le risque. Ça ne veut pas dire qu'il y a une forme d'inconscience. Ça veut au contraire dire que parce qu'il y a une grande expertise,
on peut accomplir de grandes choses. C'est un événement qui n'a jamais été autant sécurisé, Guillaume Fard, et les unités qu'on a vues dans ce documentaire vont rester mobilisées pendant toute la période. Oui, comme tous les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, tous les militaires du ministère de l'Intérieur, quand je fais allusion évidemment aux gendarmes, qui décalent leurs congés pour les policiers, leurs permissions pour les gendarmes. Et ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du pays qu'on ait 100% des effectifs disponibles. Parce que hormis ceux qui sont en arrêt maladie, vous avez l'intégralité des personnels et des militaires. Et on voit bien que les tâches dans ce reportage de chaque partie, chacun est à sa place, chacun sait ce qu'il a à faire. Là, dans ce reportage, dans ce documentaire en particulier, on a surtout vu les unités d'intervention qui sont au quotidien dans l'exceptionnel. Ce que font ces unités n'est pas représentatif du travail d'un policier et gendarme au quotidien. Mais pour cet événement exceptionnel, ces unités exceptionnelles se sont préparées de façon exceptionnelle. Et ce qui est exceptionnel, c'est leur niveau d'imbrication, de coordination. On a beaucoup pu dire par le passé qu'il y avait une forme de rivalité ou de saine émulation entre ces unités. Bon, pour ces jeux, il n'y a rien de tout ça. On a 3 unités qui travaillent très étroitement ensemble, ce qu'on a montré dans le documentaire, avec des chefs qui s'entendent bien, c'est fluide. Et s'il doit se passer quoi que ce soit à Paris ou ailleurs, elles se sont réparties les rôles et même les vecteurs, le GIGN dans les airs, le RAID sur la Seine, sur le fleuve et la BRI sur terre. Le grand moment, ce sera évidemment vendredi soir, dans 2 jours, la grande cérémonie d'ouverture, pour la première fois en extérieur, dans une configuration totalement inédite. Guillaume Fard, un défi à sécuriser, ça ne s'est jamais fait. Non, dans l'histoire des Jeux, ça ne s'est jamais fait. L'exception qu'on peut essayer de trouver, c'est peut-être Séoul en 1988, parce qu'il y avait quelques éléments de la cérémonie d'ouverture qui étaient sur l'eau et un peu en dehors de l'enceinte sportive à proprement parler. Mais une cérémonie comme cela, non, sur 6,5 km de fleuve, jamais. C'était le pari de la France. C'est-à-dire, les Jeux sont des Jeux ouverts, sont des Jeux dans la ville. Donc, la cérémonie d'ouverture, ce sera dans la ville et donc sur le fleuve. Pour donner à voir au monde ce qu'il y a de plus beau à Paris. Sans offenser les abords du Stade de France. Bon, le cœur de la capitale est plus esthétique sur le plan architectural et c'est l'image qu'on veut donner au monde. Maintenant, ça voulait dire aussi un défi sans précédent sur le plan de la sécurité, qui a nécessité beaucoup d'adaptations. Au départ, on parlait de 600 000 spectateurs. Oh, même 2 millions, disaient les organisateurs au départ, oui, avec une cérémonie populaire, ouverte à tout le monde. Ça. Mais Québec-Kéo, c'était 600 000. Puis finalement, on a éliminé la possibilité qu'il y ait des personnes qui soient sur les quais hauts. Avec une jauge revue à la baisse. Pour contrôler le maximum d'identité. Au fond, si vous êtes riverain de la Seine, vous êtes en périmètre SILT, donc zone grise, donc vous avez votre identité qui a été contrôlée, puisque pour votre QR code pour vous déplacer, vous avez donné votre identité. Si vous êtes spectateur, vous avez donné votre identité au préalable, donc vous êtes également contrôlé. Si vous êtes prestataire, sécurité privée ou autre, vous êtes contrôlé. Donc en fait, on se donne un maximum de chances de connaître de façon quasi certaine les identités des personnes. Tout de même la gestion de la foule, parce qu'on se rend pas forcément compte que 300 000 personnes sur un événement, c'est énorme. Dans un stade en France, c'est 80 000 personnes là, de France. Là, il va falloir gérer. Mais c'est étiré sur plus de 6 km, x2, puisqu'il y a 2 berges, donc 13 km, c'est pas l'étendue d'un stade. Donc, il faudra anticiper justement les contrôles, puisque par exemple, tout à l'heure, pour le match de rugby au Stade de France, il y a déjà eu quelques couacs, certains beaucoup d'attentes, visiblement. N'ont pas pu, ont raté le début de l'épreuve. Donc comment on va anticiper, même si c'est les personnes vont devoir arriver à l'avance. Maintenant, à la différence d'un stade, une fois encore, où vous concentrez des personnes pour un temps donné dans un lieu donné, là, vous avez étiré le lieu où vous leur demandez de venir. Donc vous avez de toute évidence plusieurs points de filtrage et donc comme vous avez espacé les points de filtrage, vous avez moins de concentration de personnes. Le défi du stade, c'est que vous concentrez tout le monde et après tout le monde doit repartir d'un même point de concentration. Là, c'est beaucoup plus étiré. Alors c'est un autre défi de sécurité, parce que forcément ça présente plus de vulnérabilité qu'une enceinte sportive fermée, puisqu'une fois qu'elle est étanchéifiée, il ne peut plus se passer grand-chose à l'intérieur. D'ailleurs, le vendredi 13 novembre 2015, vous avez bien vu que des touristes ont tenté de rentrer dans le Stade de France, ils n'y sont pas parvenus. Une fois que le stade est sécurisé, c'est très difficile d'y organiser quelque chose de malveillant. Mais là, ça sera le principal défi, effectivement. À quoi va ressembler, Guillaume Fard et Grégory Joron, d'ailleurs, cette journée de vendredi à Paris? Le préfet de police annonce... Il déconseille à tous les Parisiens de prendre leur voiture dès 10h du matin. Oui. L'espace aérien sera fermé. C'est une situation incroyable. L'espace aérien est fermé en deuxième partie de journée, mais effectivement, ce n'est pas une journée ordinaire.
Il n'y en a qu'une comme ça, une fois par siècle. Elle est très annoncée, cette date du 26 juillet. Beaucoup de Parisiens ont déjà pris leurs dispositions en quittant la ville un peu plus tôt. Parce que, télétravail, bien sûr. Voilà, des entreprises sont en posture de télétravail pour celles qui le peuvent. Et c'est vrai que pour ce qui est des circulations routières, même de l'accès à certaines stations de métro, il y a énormément de fermetures de stations. Et c'est vrai qu'on va vivre un peu 2-3 journées en une. Le matin, on peut à peu près circuler dans les transports en commun et encore pas partout. Mais après 13 heures, et alors a fortiori après 18 heures, ça veut dire 3 journées, les circulations vont quasi complètement s'arrêter dans certaines zones de la ville. Et donc, il y a une montée en puissance. Mais qui dit montée en puissance dit redescente. À partir de samedi, la situation va aussi beaucoup s'alléger. D'abord, certains des périmètres cibles vont purement et simplement disparaître. Il faut aussi le dire. On ne va pas vivre avec ces périmètres autour de la Seine pendant l'intégralité des Jeux. Il y a des ponts qui ont été privatisés parce qu'on y a installé des tribunes pour voir la cérémonie d'ouverture. Une fois que la cérémonie d'ouverture est passée, les tribunes n'ont pas de raison de rester. Et il n'y a pas de raison de continuer à fermer la circulation de ces ponts. Donc il y a des aménagements qui sont prévus. C'est un dispositif qui est évolutif, qui est modulaire et qui va varier jusqu'au 8 septembre dans le temps et dans l'espace. Mais Guillaume Fard, c'était indispensable qu'on comprenne bien. Les risques sont vraiment présents. On n'en fait pas trop. Mais en fait, en matière de sécurité, rien n'est jamais indispensable et rien n'est jamais dispensable. C'est par rapport à un risque donné, votre degré d'acceptation et en fonction de ça, vous ajustez le dispositif. Je prends un exemple de l'avion. Vous prenez pas l'avion de la même manière que vous prenez le train. Dans le train, vous arrivez, vous avez aucun contrôle, vous prenez votre valise, vous vous posez. Les trains grande ligne, on rentre contrôler avec la valise. Oui, sur l'Eurostar, oui, voilà. C'est différent. L'Eurostar qui a un statut très spécifique. Pour le reste, vous prenez n'importe quel TER, ça m'arrive encore très quotidiennement, vous rentrez sans aucune forme de contrôle. Vous rentrez avec vos effets personnels, ils ne sont pas fouillés. Bon, quand vous prenez l'avion, vous arrivez 2 heures à l'avance, on fouille tout, même les liquides sont interdits. Et donc c'est une contrainte. Pourquoi on fait ça dans le cadre de l'avion? Parce qu'on veut tendre vers le risque zéro. On veut que le moindre objet métallique soit détecté. On veut éliminer la possibilité qu'il y ait des actes de piraterie aérienne. Et depuis le 11 septembre 2001, on a encore durci cela. Et donc, en fait, tout est question d'équilibre par rapport au risque. Là, on demande au ministère de l'Intérieur de prendre 100% de précautions. Il prend 100% de précautions. Alors oui, tout dispositif de sécurité s'accompagne de contraintes. Si chez vous, vous avez une alarme et puis après, vous avez des systèmes de contrôle d'accès et qu'en plus, c'est avec reconnaissance de vos empreintes palmaires, c'est certain que vous ne rentrez pas chez vous de façon aussi fluide que si vous n'avez rien et que vous n'avez même pas de portail. Bon, c'est exactement pareil. Donc là, on a des contraintes particulières pour les riverains. Oui, j'habite le centre de Paris sans rentrer dans des détails trop personnels. C'est pas très agréable, effectivement. On est beaucoup contrôlé. Mais ça reste une fois à l'échelle d'une vie, dans mon cas. Gérald Darmanin a annoncé qu'il y avait eu des projets d'action violente déjoués, plusieurs personnes arrêtées. Ça montre qu'il y a une surveillance accrue, Guillaume Fard? Oui, avec différentes natures de menaces et différents types d'actions. Le ministre, tout à l'heure, sur notre antenne, évoquait l'ingérence des Russes. Enfin, en clair, ce sont eux qui sont les plus gênants de ce point de vue. Et ça va de le fait de faire monter artificiellement le sujet des punaises de lit pour déstabiliser la filière hôtelière française il y a de cela 8 à 9 mois, jusqu'à récemment la viralisation d'une vidéo où on voit des personnes qui appartiendraient au Hamas appeler à la commission d'attentats en France. Et quand on examine de plus près qui diffuse cette vidéo, on retombe très rapidement sur une origine russe. Le but, déstabiliser notre pays. Absolument. Et faire peur. Faire peur, gêner, montrer que la France ne serait pas capable. Bon, ça fait partie d'une famille de menaces. Après, en matière de terrorisme, il y a évidemment et principalement la menace islamiste, qui reste une menace très active, qui fait que chaque année en France, depuis 2015, on a des morts sans discontinuer, qui a encore eu 2 attentats meurtriers l'année dernière, le 13 octobre, Dominique Bernard l'a payé de sa vie à Arras, le 2 décembre, dans le quartier de la Tour Eiffel à Paris, et que nous sommes en urgence attentat sur le plan en termes de plan Vigipirate. Donc on reste dans un contexte de menaces élevées. Pour autant, mais c'est la posture de la France, on ne s'est jamais empêché de faire quoi que ce soit. On a fait l'Euro 2016 de football dans un contexte de menaces terroristes très élevé, dans des circonstances qui étaient quand même difficiles. On a fait la COP21 immédiatement après les attentats du 13 novembre 2015. Et donc la France a une posture qui est une posture de montrer au monde qu'elle n'a pas peur.